Hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. C'est tout de suite. Retour sur les bancs de l'école, direction les Beaux-Arts de Paris, institution créative depuis 1817. Dans la vitrine de Karl Marletti, 50 nuances de gourmandise nous font de l'œil. C'est notre invité du jour. Fanat d'effroi mordu d'étrange, voici 3 adresses parisiennes. Pour les moins froussards d'entre vous, c'est Paris Frisson. Ici, pas la peine de se mouiller, on va parler surf, mais surtout shaper avec Antoine qui fabrique des planches. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Avec l'atelier Tuffery, l'histoire de la mode s'écrit au présent depuis 1892. Dans les Cévennes, Célestin Tuffery a donné naissance à une étoffe teinte d'indigo, le jean made in France. Et depuis, ce sont plusieurs générations qui se sont passées le flambeau de cette industrie textile qui continue à faire perdurer leur savoir-faire précieux. Quoi de plus romantique, un peu de cliché, sauce Frenchy, le canotier, emblème des guinguettes et des bals populaires, a fait son apparition au début du 19e siècle. Il était au départ réservé aux amateurs de canotage. Mais comme ce qui est à vous est à nous, la mode s'est réappropriée ce couvre-chef et l'a démocratisé. Pour sortir du train-train quotidien, quoi de mieux qu'un petit voyage à travers l'Hexagone au fil des voies du chemin de fer. Dans l'ouvrage Slow Train, Juliette Labaronne recense 30 échappées ferroviaires pour les citadins en mal de nature. En famille, en solo ou en duo, ici on prend le temps d'apprécier le paysage qui défile tout en réduisant son empreinte carbone. Vous vous souvenez peut-être de vos parents ou grands-parents arpentant les marchés avec un sac filet rempli du butin du jour. Eh bien, Filt a décidé de dépoussiérer un peu ce cabas. Au revoir sac en plastique polluant, bonjour joli sac tressé. Ici, il se part de 1000 couleurs et même de doublures fleuries. Ça donne envie d'aller faire les courses. Comme manie le pinceau, le pastel ou le crayon, on connaît tous les Beaux-Arts de Paris, l'école de la créativité par excellence. Quel est le point commun entre Matisse, Delacroix, Brancusi ou encore Jean Nouvel, Johann Sfar et un certain César? Mais si, Baldaccini César, je l'ai, I got it, 8466. C'est le 8466e élève à avoir réussi le concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts. Et oui, ils ont tous foulé les bancs et ateliers de l'école des Beaux-Arts de Paris. Ici, les arts s'apprennent et se déploient depuis 1817 et on vous offre une petite visite de ses coulisses. Pour cela, rendez-vous dans la cour du Mûrier, véritable berceau de l'institution. Car c'était d'abord un couvent, construit en 1619 selon les vœux de la reine Margot, avant de devenir un musée du patrimoine français pendant la Révolution. Je pense que le lieu où nous sommes témoigne en fait de sa capacité à avoir gardé toute sa force à travers le temps, puisque nous sommes dans un lieu profondément historique et qui, malgré le poids de l'histoire, est très très vivant. Héritière des académies royales de peinture et de sculpture, l'école a su moderniser ses enseignements au fil des progrès techniques sans se défaire de son patrimoine. En témoigne ce cloître, repensé en 1862, dont la déco entre couleurs chaudes et marbre clair ne laisse personne indifférent. L'objectif, c'était de faire ici un musée lapidaire, rassemblant les copies d'antiques que faisaient les meilleurs élèves de l'école. On vous a promis des coulisses, alors suivez la guide. Dans un cadre à couper le souffle, la chapelle historique repose des centaines de statues. Pour la grande majorité, ce ne sont pas des originaux, mais des moulages. Il faut bien penser que le moulage, à l'époque, c'est un petit peu comme la photographie au XIXe siècle ou comme Internet de nos jours. C'était une façon de faire circuler les références artistiques. Donc ça, c'est extrêmement précieux, mais surtout, c'est un lieu qui, par le rassemblement d'œuvres qu'il présente, en fait, crée une atmosphère magique qui lui est propre. Et finalement, c'est l'ensemble du lieu qui est une œuvre d'art. On s'attarderait bien ici, mais la visite est loin d'être finie. Pour la prochaine étape, il faut se rendre au Palais des Études et traverser la majestueuse cour vitrée. Pas mal comme vue pour devenir artiste. La verrière, les parements de pierre et les centaines de pièces d'ornement ont été restaurés entre 2007 et 2009 avec le concours de 11 corps de métier. Rien que ça. On continue, vous voici dans l'amphithéâtre d'honneur. Ce lieu
a vraiment été conçu comme l'espace le plus prestigieux de l'école. Et ça se voit, de la marqueterie délicate au sol, une voûte à la gloire de l'art français, un tableau de Jean-Auguste Dominique Ingres, chaque détail est une ode à la création. Et le tableau qui orne le mur arrondi ne fait pas exception. Vous avez au centre une jeune femme agenouillée qui est une allégorie du génie des arts. En fait, elle est en train de brandir une couronne de laurier de façon à récompenser l'excellence, c'est-à-dire les meilleurs élèves de l'école. Et pour devenir le meilleur, il faut bien sûr travailler. L'école dispose d'un grand nombre d'ateliers dirigés par des artistes de renom. Des ateliers de photos, de peinture, de sculpture ou encore l'atelier fresque dont les murs gardent la trace des artistes d'hier et d'aujourd'hui. Pour le reste, il y a la salle de consultation des collections. Afin de préserver les œuvres, les réserves sont bien gardées. Mais dans cette salle aux airs de bibliothèque à l'ancienne, étudiants, artistes et chercheurs peuvent découvrir ces trésors de l'école en toute tranquillité. Il s'agit d'une édition des Capriccio de Goya et qui en fait nous a été donnée par un chirurgien spécialiste d'anatomie. 450 000 œuvres, production d'élèves ou dons très généreux, une richesse pour les milliers d'aspirants artistes qui, depuis 2 siècles, ont arpenté ces couloirs dans cette école où le moindre pan de mur est une œuvre. Et qui sait, la source peut-être d'inspiration du prochain grand nom de l'art français. Aussi belle pour les yeux que bonne pour les papilles, Karl Marletti s'est dompté les goûts au cœur de sa pâtisserie. Il est une vitrine dans Paris où les pâtisseries jouent les bijoux délicats. C'est celle de Karl Marletti, un vrai maître dans l'art de la gourmandise. Ici, il propose une vingtaine de gâteaux individuels, chocolatés, fruités, sucrés juste ce qu'il faut, et le fameux millefeuille. Alors, le millefeuille, c'est un des produits phares de la maison, parce que j'ai été élu meilleur millefeuille de Paris. C'est un produit simple, mais c'est un gâteau assez technique par rapport au feuilletage et au bon équilibre aussi au niveau de la crème. Surtout quand on va faire notre mélange, quand on va associer la crème au beurre avec la crème pâtissière. Là, pareil, on doit respecter une certaine température et une certaine texture. Mais c'est ce qui me plaît dans la pâtisserie, c'est que la pâtisserie, c'est une science exacte. Une science qu'il a apprise auprès des grands noms au service de belles tables. Pendant 12 ans, Karl a fait ses armes et sa renommée au Grand Hôtel Intercontinental de Paris et son Café de la Paix, avant d'ouvrir sa propre adresse en 2007. Amoureux des saveurs et des textures, le pâtissier maîtrise les gestes comme les mariages de produits, et pas n'importe quel produit. C'est ce que je dis toujours, pour faire des bons produits, il faut d'abord des bonnes matières premières. Donc c'est important au niveau du sourcing de choisir des bons producteurs, de travailler avec des bons chocolatiers. De bons produits, c'est certes la base, mais la pâtisserie de Karl, c'est aussi une imagination sans bornes et hors des sentiers battus. Pour trouver l'inspiration, il n'a que quelques pas à faire dans son quartier, direction la boutique de fleurs de Laure, son épouse. Ouais, ça, cette odeur-là avec les framboises. Donc c'est vrai que je suis assez sensible à la rose, parce que la rose, ça a vraiment un parfum assez délicat. Mais même au niveau de la couleur, de voir se dégrader de blanc et de ce cœur qui est légèrement rose, un peu poudré. Complètement, ça peut être une source d'inspiration pour une création de dessert. Tout en poésie, ce romantique a dédié à sa fleuriste préférée un gâteau, le Lily Valley, un saint honoré à la violette. Mais attention, pas question d'avoir la main lourde sur la petite fleur mauve. Donc ce qui est important au niveau du parfum, il faut que ça reste assez délicat et subtil. Parce que les parfums de fleurs, on peut vite avoir un goût un peu de savon, enfin de cosmétique. Donc il faut vraiment qu'on ait le parfum, mais pas trop fort. Et là, on a mis une petite pointe de colorant alimentaire. Pareil, au niveau des couleurs, il faut rester pastel. De la pâte à choux croquante, un lit de confit de cassis, de la chantilly aromatisée, des fragments de violette, du sucre bullé. On ne va pas vous révéler tous les secrets de fabrication, mais dans ce gâteau, croquant, craquant et fondant, se mêlent douceur et acidité qui s'épousent. Vous en avez l'eau à la bouche, prenez quand même le temps de regarder le look de cette pâtisserie aux airs de joyaux.
Là, on est vraiment voilà, dans le concept de la pâtisserie-joaillerie, tout en partant d'un dessert classique, le Saint-Honoré. Voilà, on l'a rendu beaucoup plus contemporain en utilisant de la violette, du cassis, en travaillant un sucre bullé plutôt qu'un caramel. C'est des années de travail. et donc, on voit ça aussi avec mes pâtissiers. On goûte aussi les produits, on fait des essais, bien entendu. Le goût, c'est primordial pour moi. Parce que je serais toujours plus indulgent d'avoir un gâteau qui n'est pas net, mais par contre, au niveau goût, qui soit très bon. Entre le beau et le bon, Karl n'a certainement pas de chouchou, et ça se voit dans les vitrines. Les religieuses comme les éclairs se déclinent en saveurs et couleurs. Fraisiers et tartes au citron côtoient des roses élégantes qui s'offrent aux amoureux de fruits rouges. L'héritage pâtissier français est à l'honneur et à la mode. Il y a beaucoup de bons retours. Franchement, les gens apprécient beaucoup. Ils aiment le fait que ce soit pas trop sucré, etc. Le décor sobre, donc ça, c'est vachement bien. En boutique, Karl n'a pas tout à fait dit adieu à sa vie dans l'hôtellerie, aux commandes de son équipe de vendeurs, Jean-Michel Coppens, qui était à la tête du Café de la Paix dans une vie antérieure. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a l'impression de travailler pour nous, qu'on ne travaille plus pour une entreprise. Donc la réussite, elle vient de nous, donc ça, c'est un peu notre fierté. Et puis, on peut s'adapter sans avoir de compte à rendre à personne. Donc ça, c'est une richesse incroyable. Et après, Jean-Michel me fait des feedbacks, des retours de clients ou des demandes spécifiques. Voilà, on a un vrai petit couple. C'est ça. Ce couple de passionnés a débuté l'aventure en duo il y a 12 ans et dirige désormais une équipe de 14 personnes en salle et au fourneau. Une nouvelle boutique n'est toutefois pas dans les projets. Pour Karl, les pâtisseries Marletti n'ont qu'une adresse. Une manière, une fois de plus, pour cet hyperactif des papilles, de toucher à tout en gardant les pieds sur terre. Bonjour Karl. Bonjour Katharina. On va commencer par l'essentiel. Karl, qu'est-ce que c'est une bonne pâtisserie pour vous? Alors une bonne pâtisserie, pour moi, ça doit être quelque chose d'assez généreux, élégant et raffiné. J'associe beaucoup, moi, la pâtisserie à la féminité. Donc voilà, ma pâtisserie, je la veux désirable, avec une sensualité, jouer sur les textures aussi. Je me considère un peu comme un architecte du goût. Voilà, au moment de la dégustation, c'est vraiment important de monter un peu comme des escaliers. Et au niveau des sensations et du ressenti et du goût, voilà, vraiment monter l'échelle des saveurs. C'était pour vous une évidence, famille oblige? Mon grand-père maternel était pâtissier. Ouais. Et j'ai mon cousin Germain qui était chef pâtissier de chez Le Nôtre, qui a démarré l'aventure de Gaston Le Nôtre avec Gaston Le Nôtre. Et c'est toujours un métier que j'ai voulu faire. Quelle était la première émotion gourmande que vous avez eue, dont vous vous souvenez? Alors moi, mon dessert fétiche et mon dessert d'enfance, c'est la religieuse chocolat. Vous vous rappelez la première fois que vous l'avez goûté? Ouais, c'était... Alors c'était comment? C'était émouvant. La religieuse, c'est quelque chose de gourmand. C'est vrai que je la mangeais, je l'observais avant, je l'analysais. Et c'était un vrai plaisir. Et aujourd'hui, vous avez reproduit la même. Est-ce qu'elle a ce goût de la Madeleine de Proust? Oui, toujours aussi gourmande. Oui, parce que c'est vrai que la pâtisserie aussi, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance. Oui, c'est ça. Donc les gâteaux au chocolat que maman pouvait me faire, les îles flottantes, et la religieuse, qu'elle achetait, mais oui, on a vraiment une mémoire du goût. Vous avez aussi fait le choix de gâteaux individuels. Oui. C'est un peu comme à l'hôtel, en fait. Oui, j'ai vraiment pris le parti pris de faire que des gâteaux individuels. Tout ce qui est grand gâteau, je les fais que sur commande. Pour moi, quand on rentre dans une pâtisserie, il faut de la gourmandise. Ouais. Et je trouve beaucoup plus judicieux et beaucoup plus gourmand de voir plein de gâteaux de différentes formes, de différentes couleurs. Ou à la pâtisserie, c'est vraiment de la gourmandise, donc je veux voir des gâteaux. Alors, à votre avis, quelle est la place de la pâtisserie française dans le monde? Elle est bien installée, mais il Ouais. ne faut pas non plus se reposer sur ses acquis en disant un peu français, quoi, cocorico, on est les meilleurs. Mais c'est vrai que... Mais on peut le dire. Oui, la pâtisserie française reste vraiment une spécificité, référence. une référence. Ouais. Ben, je fais souvent des déplacements à l'étranger, principalement en Asie. Et c'est vrai que je suis ambassadeur de mon pays, de ma profession. Quels sont les pays qui vous inspirent? Tous les pays ont des sources d'inspiration. C'est vrai que j'ai un faible quand même pour l'Asie, et particulièrement le Japon, parce que j'aime leur philosophie, la délicatesse qu'ils peuvent avoir. Mais pour moi, tout est source d'inspiration. Et c'est vrai que les voyages, c'est Alors vraiment une justement, richesse. L'inspiration, une fois qu'elle est là, comment se passe le processus de création d'un nouveau dessert? Alors, le processus de création, ça peut être directement, je l'ai dans ma tête et je le fais et ça marche tout de suite. Ou j'ai besoin de me poser, donc je vais faire des croquis, je vais faire des dessins. Ou je vais commencer à faire une sélection
de saveur, de texture. Donc je vais marquer et réfléchir à des associations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz, Karl, à un jeune pâtissier qui se lance? Parce que c'est un métier de passion. Vous l'avez dit, avant tout, il faut être passionné, parce que c'est un métier magnifique. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis heureux et passionné de la pâtisserie. Et quand je vois mes clients qui ont les yeux qui brillent avec de la gourmandise, et puis c'est un métier qui me permet aussi de voyager. Donc avant tout, de la passion, être solide mentalement et physiquement, parce que c'est un métier magnifique, mais ça reste un métier difficile. Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a été transmis par les gens avec lesquels vous avez travaillé? Oui, bien sûr, il y a toujours une transmission un peu des pairs avec qui vous avez travaillé, des anciens chefs avec qui vous avez travaillé. Le pâtissier, pour moi, de référence, de référence, où j'ai une énorme admiration, c'est Pierre Hermé. Parce que Pierre Hermé, que je connais, c'est un modèle de réussite, de créativité. Mais voilà, j'ai d'autres amis, Gilles Marchal, Christophe Michalak, Idi Ben Gadem, j'ai plein d'autres amis pâtissiers qui sont très créatifs et qui font de belles choses aussi. Merci beaucoup, Karl. Merci à vous. Plongez dans un monde étrange, celui des adresses parisiennes qui vous donneront la chair de poule, ces repérages Paris frissons. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale en quête du grand frisson. Est-ce une pierre un peu lunaire? Et non, c'est un calcul intestinal de cheval. Une plante exotique, encore ratée, ce sont des bronches d'un chien. Dans ce musée aux portes de Paris, les animaux se dévoilent jusque dans leurs os et leurs entrailles. Bon, ce n'est pas très glamour, mais pas vraiment terrifiant. Eh bien, faites un petit tour dans les allées de la tératologie. La quoi? La discipline d'anatomie qui étudie les malformations et monstruosités. Ici, vous trouverez par exemple des animaux à 2 têtes ou aucune, et un nombre de pattes pas tout à fait normal. Les gens sont impressionnés déjà par l'anatomie normale, c'est-à-dire les organes, puis après les malformations évidemment, qui sont des déviations de l'état naturel, sont surprenantes. Par exemple, il y a des cyclopes, on a plusieurs cyclopes. On a tout cette espèce d'univers fantasmé qui se met en place par la biologie. Créé en 1766, ce musée a pas mal changé et bougé pour s'installer dans le bâtiment de l'École nationale vétérinaire en 1902. Un bon moyen pour les étudiants de l'époque de scruter sous toutes les coutures leurs futurs patients à poil et à plumes, car ici les cas pratiques ne manquent pas. Alors il n'y a pas de chimère construite par l'homme, c'est uniquement des phénomènes parfaitement naturels qui ont été conservés. Donc tout est réel. Ne partez pas trop vite, tout au bout de ces allées, le musée a sa Joconde, les écorchés de Fragonard, conservés en l'état depuis le XVIIIe siècle. Un patrimoine exceptionnel, connu à travers le monde, et dans cette semi-obscurité, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Direction le quartier latin, quartier des libraires, dans une boutique qui vend des ouvrages bien particuliers. La librairie Les Maris qui semble figée dans le temps. Dans cette bibliothèque vintage, pas la peine de chercher le dernier Marc Lévy. Ici, le créneau, c'est plutôt... Le spiritisme, qui est la base de la boutique. Tout ce qui est sur la magie, l'astrologie, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, bien évidemment. Philippe connaît bien les lieux et avant lui, c'était déjà son père qui gérait cette librairie. Mais l'histoire remonte à bien plus loin. Fondée en 1858 par Allan Kardec, le fondateur de la philosophie spirit, et Pierre Gaëtan Lemary. Ici, à l'époque, on ne faisait pas que feuilleter de vieux grimoires. Des notables se rencontraient, des membres du clergé, des politiciens ou autres, des écrivains. Mais en arrière-boutique, effectivement, il y avait des réunions spirites qui se passaient. Donc les fameuses tables tournantes, par exemple. Plus ancienne librairie de sciences occultes de Paris, elle accueille aujourd'hui toujours de nombreux curieux et spécialistes, mais aussi des touristes. L'adresse a fait le tour du monde et figure même sur les guides des voyageurs qui se posent la fameuse question « Esprit, es-tu là ?» Pour notre dernière escale, on vous donne rendez-vous rue de Paradis pour une descente aux enfers. Le manoir de Paris est une maison hantée, habitée par une trentaine d'acteurs, tous animés d'une mission, vous faire hurler de terreur. Notre but premier, c'était de
casser les codes classiques du théâtre, la barrière qu'il peut y avoir entre le spectateur et le comédien. Pour nous, l'immersion, c'est très important. C'est une expérience personnelle, en fait. C'est tout autour de vous. Il y a les acteurs, il y a le décor, il y a la musique, les odeurs. C'est vraiment une expérience sensorielle. Créé en 2011 dans une ancienne faïencerie classée monument historique, le manoir fait la part belle à l'histoire et aux légendes terrifiantes de Paris. Gavroche et Landru côtoient un barbier sanguinaire et un boulanger cannibale. Loin des lumières, la part d'ombre de la capitale regorge de personnages inquiétants qui prennent vie entre ses murs. Dans l'année, ce spectacle évolue pour faire varier vos angoisses à Halloween, Noël ou dans l'obscurité totale chaque vendredi 13. Et voilà, les monstres, esprits et morts-vivants de la capitale n'ont plus de secret pour vous, enfin presque. On surfe sur la vague avec Antoine qui connaît les secrets des planches. Son métier, c'est shaper, tout un savoir-faire. Tout droit venu des îles d'Hawaï, les premières traces de surf remontent au XVe siècle. Mais c'est véritablement en 1900 que le surf s'est répandu comme une traînée de poudre, d'abord en Californie, puis partout dans le monde. Et c'est dans les années 50 que ce sport a séduit la France et notamment envahi la plage de la côte des Basques, à Biarritz. Et c'est à cette même période que les surfeurs troquent leurs grandes planches en bois de plusieurs dizaines de kilos pour des planches plus légères faites en polystyrène, fibre de verre et résine. De là naissait le métier de shaper, autrement dit de façonneur de planches. Un métier à plusieurs casquettes qui nécessite l'apprentissage de plusieurs savoir-faire. Et avoir la main sur toutes ces étapes de création, c'est ce qui a plu à Antoine Audin, shaper, non loin de la côte basque, à Angresse. Et pour être un bon shaper, il n'y a pas de secret, il faut apprendre, observer et surtout... En rater 10, 20, faire des saloperies, des trucs moches et insurfables. Mais on est toujours content de les surfer, ça surfe toujours, hein, mais bon, ça marche pas bien. Antoine est tombé dans le shape un peu par hasard. Designer notamment dans l'univers du bois, bien plus au nord de la France, Antoine a découvert toutes les techniques de shape jusqu'aux finitions pour ne plus jamais s'arrêter. Aujourd'hui, il crée des planches sur commande et dessine aussi bien la forme que les décorations qui vont les orner. Mais avant de shaper, il est primordial d'avoir un atelier adapté avec des néons installés de façon à avoir une lumière rasante. Un jeu d'ombre et de lumière qui vient taper au ras de la planche et permet d'éviter les oublis. Passons maintenant aux choses sérieuses. Tout d'abord, il faut installer son pain de mousse et ensuite le raboter pour arriver à l'épaisseur souhaitée. Une étape minutieuse car les épaisseurs ne sont pas identiques sur toutes les planches. Des endroits les plus techniques, c'est le rail, c'est faire les arrondis, donc le côté de la planche. On doit garder un rail un peu tranchant ici pour avoir de la croche et que l'eau puisse être éjectée, mais ici plus doux. Enfin, il y a vraiment plein de paramètres en fonction de la planche, du surfeur, des vagues. Il y a un type de planche qui marche super bien en Californie, ça marche pas du tout ici. Après plusieurs heures, on a un pain de mousse qui ressemble de plus en plus à une planche et les marges de manœuvre se réduisent car il y a de moins en moins de matière. Je le ferme ici pour avoir ce côté-ci qui est poncé, mais pas ce côté-là, parce que là je veux garder ce qu'on appelle l'edge, un côté un peu tranchant. Donc là je laisse ouvert de ce côté-là. Par contre je relève là. Et en cas de doute, Antoine fait confiance à ses mains. À la main, on se rend compte de beaucoup de choses aussi comme ça. Il y a l'œil et puis là on arrive à voir si on est symétrique. Une fois la planche shapée, on passe aux glaces, qui est la spécialité d'Antoine. Il applique une couche de fibre de verre qu'il découpe selon la forme de la planche avant d'appliquer la première couche de résine. On commence par le dessous, par le bottom. Là, on met qu'une épaisseur de fibre sur les petites planches comme ça. Et sur le pont, on met 2 épaisseurs. Parce que c'est là où il y a les impacts, les pieds se posent. Donc on met un peu plus de solidité. Et là, Antoine doit se concentrer car il n'a pas le droit à l'erreur. Quand on catalyse, on a 10 minutes. Une fois qu'on a mis la résine sur la planche, donc il y a le petit kick d'adrénaline qui fait le petit rush
c'est assez sympa ça. On vous rassure, tout s'est très bien passé. Une fois la résine sèche, Antoine peut appliquer la dernière couche qui donnera un côté brillant à la planche, cette fois-ci au pinceau, pour avoir une finition plus lisse et homogène. En attendant que celle-ci sèche, Antoine doit polir une autre des planches qui lui a été commandée. Le polissage est important pour enlever les impuretés de façon à ce que l'eau n'accroche pas, sans oublier les dérives avant de se jeter à l'eau. Nous voilà fin prêts à surfer les vagues de France et de Navarre, mais faites quand même attention à la déferlante. S'il vous plaît, il est 19h30, c'est la fin de la surveillance. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!